Nous partagerons beaucoup avec vous sur des retours d'expérience, notamment en France et en Algérie. Mais aussi, nous échangerons surtout avec vous pour répondre à vos interrogations, à certains points que vous souhaitez éclaircir, à certaines peut-être applications que vous souhaitez mettre en place au niveau de vos entreprises ou autour de vous. Donc, il ne faut pas hésiter à interagir avec nous. Nous sommes là pour vous répondre et pour partager avec vous. Donc, sans plus tarder, on ne va pas pénaliser les gens qui se sont connectés à l'heure. Donc, il y aura sûrement des personnes qui continueront à nous rejoindre là sur les premières minutes. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on va lancer le webinaire. Donc, pour ce webinaire autour de l'autoconsommation, qui est aujourd'hui un enjeu pour l'avenir, donc j'ai le plaisir de vous le présenter avec mon collègue Walid Temmem, qui est ingénieur d'études et d'exploitation Sunji, qui travaille beaucoup dans la partie autoconsommation et exploitation des installations. Et nous avons aussi l'honneur d'avoir avec nous Serge Communal, qui est responsable de la formation, formateur et consultant technique depuis 2018 chez SMA et qui va partager avec nous toute sa passion du solaire. Serge, c'est vraiment un plaisir pour nous de vous avoir avec nous. Et pour savoir, Serge est vraiment une référence en matière de formation sur l'énergie solaire. Et donc moi-même, je vais être le modérateur de cette séance. Je suis directrice commerciale et communication de Sunji. Donc, avant de lancer le webinaire, j'aimerais vous présenter notre entreprise. Donc, Sunji SPA Al Jazeera est un bureau d'études et de réalisation spécialisé dans l'énergie solaire. Nous avons sur notre métier, nous prenons en charge une chaîne de valeur complète qui va de la partie études, pré-études, installation, réalisation et bien sûr maintenance et exploitation des installations solaires. Donc, dans notre domaine, donc, nous nous appuyons sur une expertise que nous avons acquise sur ces quelques années à travers nos ingénieurs qui sont formés et qui ont eu des retours d'expérience aussi du terrain. Et nous appuyons bien sûr sur un réseau de partenaires internationaux, parmi eux SMA, qui sont vraiment leaders dans le mondial dans le domaine du photovoltaïque. Nous avons bien sûr des certifications sur lesquelles nous nous basons pour faire notre travail et nous sommes un bureau d'études agréé par le CREDEC, qui est l'organisme algérien faisant partie du ministère de l'Énergie. Donc, je vous laisse la main, Serge, pour présenter SMA. À vous, Serge. Oui, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. La charge m'est donnée pour présenter SMA. Alors, je ne vois pas encore l'image à l'écran, mais SMA, c'est un groupe mondial aujourd'hui, basé en Allemagne, bien sûr, et c'est là qui était l'origine de la société, et qui a grandi et qui est aujourd'hui présente dans une vingtaine de pays dans le monde, dont la France, puisqu'on a une équipe également de 35 personnes en France. Donc, SMA, c'est aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, c'est plus de 85 gigawatts installés. Donc, je rappelle, pour avoir une petite idée, le gigawatt, c'est le million de kilowatts. Donc, quand on imagine quelques kilowatts sur le toit de sa maison ou de son bâtiment commercial, 85 gigawatts, ça fait beaucoup, beaucoup d'installations. Et donc, c'est fort de cette expérience qu'on a au cours des années, d'une trentaine d'années de photovoltaïque, que l'on a acquis un retour d'expérience solide pour fabriquer encore et proposer aujourd'hui des solutions très robustes qui sont faites pour durer. Voilà, alors SMA, c'est à peu près 3000 collaborateurs, une partie bien sûr qui fabrique les onduleurs en Allemagne, et puis un peu partout dans le monde, des gens qui distribuent les produits.
Donc, dans les gens qui sont en Allemagne, on a évidemment toute la partie R&D qui recherche des nouveautés pour les solutions. Et aujourd'hui, je parle plus généralement de solutions que d'onduleurs, puisque l'onduleur fait partie de la solution. La solution étant quelque chose qui va, autour des onduleurs, proposer une solution complète. On peut imaginer, et on va le voir ensuite pendant la présentation, un onduleur, des onduleurs, associés à des systèmes de supervision qui vont permettre d'avoir des installations complètes pour le bon fonctionnement du photovoltaïque. Voilà, 2 mots sur SMA France. SMA France, je vous l'ai dit, c'est à peu près 35 personnes. On est basé à Lyon, à côté de Lyon, dans la banlieue de Lyon, mais on travaille, on rayonne dans toute la France à partir de cette localisation. Et on a quelques implantations différentes en France, qui sont des implantations techniques qui permettent d'aller très rapidement sur les gros sites où il est nécessaire d'intervenir quelquefois pour la maintenance ou pour le suivi des appareils. Ce qui est fait la force de SMA France en France, c'est son service. Ce qu'on appelle le service, c'est la possibilité d'appeler un service téléphonique qui va permettre de dépanner, de répondre à des questions au moment de la mise en service. Et on a un échange d'onduleurs qui est fait à partir d'un stock que l'on a en France, qui se fait généralement alors, sur le territoire français en moins de 48 heures. Là, évidemment, je parle à des gens qui sont un peu plus éloignés de la France. On ne peut pas garantir 48 heures dans ce cas-là, c'est évidemment plus compliqué. Mais l'idée, c'est qu'on a quand même la possibilité, à partir de la France, qui est le lieu d'où partent les onduleurs d'échange pour une bonne partie de l'Afrique, la moitié je dirais la moitié francophone de l'Afrique, dont le Maghreb va être traité en France. Donc voilà pourquoi je suis ici, premièrement pour représenter SMA, puis ensuite pour vous parler des solutions techniques qui vont venir. Voilà, je peux laisser la parole pour la suite. Oui, merci Serge. Donc, avant de laisser la main à mon collègue Walid, je tiens à rappeler que nous sommes là pour répondre à vos questions, à interagir avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur la partie questions-réponses du webinaire ou sur l'onglet conversation. Nous ferons des pauses intermédiaires tout au long de ce webinaire pour répondre à des questions. Bien sûr, nous nous arrêterons à la fin aussi pour prendre aussi quelques questions et élargir le champ peut-être sur ce qu'on a présenté. Donc, je lancerai aussi en parallèle tout au long de la présentation des sondages pour avoir vos avis, pour avoir vos interactions aussi sur la présentation. Donc, en gros, sur cette présentation, nous allons traiter l'autoconsommation elle-même. C'est quoi l'autoconsommation, de fonctionnement. Nous parlerons ensuite du dimensionnement d'une installation photovoltaïque. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a... Il y a un micro qui est activé, je pense. Donc, on parlera du dimensionnement de l'installation et puis nous parlerons du pilotage et monitoring des installations brièvement, mais on reviendra sur cette partie-là dans le prochain webinaire de mercredi. Nous terminerons avec les références de SMA et de Sunji et vous donnerons des retours d'expérience concret. Donc, sans plus tarder, à toi, Walid. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes là pour répondre. Walid, c'est à toi. Merci Zohor, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous avoir encore une fois avec nous sur ces webinaires qu'organise Sunji. Cette fois-ci, on a l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous Serge Communal, qui est une référence dans le photovoltaïque. En tout cas, pour moi, je me suis beaucoup formé en regardant les vidéos qu'il avait postées sur la chaîne YouTube de SMA. Alors aujourd'hui, on va parler d'autoconsommation. Qu'est-ce que l'autoconsommation? L'autoconsommation, consiste en réalité à consommer localement l'énergie produite par une installation photovoltaïque. L'autoconsommation en général fonctionne avec ou sans stockage. Dans le cas d'un système d'autoconsommation sans stockage,
on va parler d'autoconsommation naturelle ou directe. Et en fait, c'est l'énergie photovoltaïque produite qui est injectée dans le tableau électrique de la maison ou de l'entreprise. Et donc, cette énergie qu'on produit va être consommée en priorité et le réseau va venir en fait compléter ce qu'on ne produit pas. Il y a aussi une notion importante dans l'autoconsommation qui est le taux d'autoconsommation. On parle de taux d'autoconsommation, c'est pour imager ou comparer la consommation et la production. Pour reprendre un exemple, un taux d'autoconsommation de 100% veut dire qu'on va consommer l'intégralité de ce qu'on a produit. Donc voilà, l'autoconsommation présente aussi certains avantages. Euh, une fois que l'installation est mise en place, on a une économie sur la facture énergétique qui est immédiate. On a une certaine, on va dire, indépendance énergétique dans le cas où on va utiliser, par exemple, un système d'autoconsommation avec des batteries. On a aussi une maîtrise du prix de l'électricité de notre installation, ce qui peut être très intéressant et très attractif. Des, rajouter que certains points. Serge? Oui, alors je pense que tu as tout dit là sur le principe. L'autoconsommation, c'est vraiment le moyen d'intervenir sur sa consommation d'électricité. C'est-à-dire que à partir du moment où on produit sa propre électricité, on a la maîtrise de ces flux énergétiques, ce que l'on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on produit, on sait à quel moment on va produire ou à quel moment on constate à quel moment on produit. Et donc, en plus, on peut s'adapter à cette production de manière à mieux consommer. Et mieux consommer, souvent, c'est moins consommer. Donc, en plus de faire des économies par la production photovoltaïque et la consommation directe de cette énergie, en plus, la connaissance de sa propre consommation et la prise de conscience qu'on peut avoir lorsqu'on produit sa propre électricité nous permet aussi de faire des évolutions dans son comportement et donc faire également des économies et agir pour la planète. C'est bon? Oui. Alors, on passe au principe de fonctionnement. Alors, ici, on voit un schéma, on va dire, qui va expliquer un peu le principe de fonctionnement d'un système photovoltaïque d'autoconsommation. Alors, on a le champ photovoltaïque qui va, lui, convertir le rayonnement solaire en électricité, en courant continu. On a un premier appareil qui va, lui, convertir cette énergie, ce courant continu, en une énergie, un courant alternatif, une énergie qu'on va pouvoir utiliser. Cette énergie va donc être injectée dans le tableau électrique de la maison, de l'entreprise ou de l'atelier. Deuxième élément important dans ce schéma de principe, c'est l'onduleur chargeur. Alors, comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, un système un système photovoltaïque dit d'autoconsommation peut avoir un système de stockage ou pas. Dans ce cas, on a pris un cas où il y a un système de stockage et donc il y a un onduleur qu'on appelle onduleur chargeur. Et c'est lui qui va en fait stocker l'énergie dans les batteries pour qu'on puisse soit l'utiliser un peu plus tard, soit en cas de panne de réseau,
secourir certaines ou la totalité des charges. Et ça, c'est un des avantages les plus importants, on va dire, du stockage, c'est de pouvoir vraiment pousser l'indépendance électrique un peu plus et d'avoir une source d'énergie qui va secourir nos charges en cas de perte du réseau. Alors, on a d'autres éléments qui sont tout aussi importants. On a par exemple le data manager. Le data manager est un data logger ou une passerelle de communication qui va nous permettre de surveiller notre installation et de voir qu'est-ce qu'on consomme et qu'est-ce qu'on produit. L'autre élément aussi qui va nous servir aussi pour connaître notre consommation, c'est l'énergie meter, le compteur d'énergie qu'on va disposer à la sortie de notre installation. Et lui va nous donner des informations très importantes pour améliorer notre utilisation de cette installation. Euh, donc, on peut, grâce à ces éléments-là, dans un premier temps, regarder ce qu'on produit et ce qu'on consomme et adapter notre comportement, notre façon d'utiliser nos appareils électriques afin d'augmenter notre taux d'autoconsommation. Je laisse Serge nous expliquer aussi d'autres points. Oui, alors ce que je peux rajouter, c'est que sur ce schéma de principe, on voit beaucoup de choses, et notamment, on voit des appareils qui sont connectés entre eux. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans la digitalisation de l'énergie, c'est-à-dire que les appareils sont tous des appareils intelligents qui peuvent communiquer entre eux et qui ont surtout un point commun pour communiquer avec vous ou avec nous, c'est l'Internet. Donc, c'est à travers ce réseau qu'on va pouvoir visualiser à distance sur un site, sur un serveur, le résultat de tout ce qui est produit et mesuré. Et c'est à travers ça qu'on va pouvoir visualiser à distance. Alors, je dirais que dans le meilleur des cas, effectivement, on a Internet, on a la communication. Voilà. On peut aussi avoir des systèmes qui ne communiquent pas. Dans ce cas-là, ils communiquent localement et les opérateurs peuvent voir en local ce qui se passe sans forcément qu'il y ait Internet. Donc déjà, on peut dire, oui, Internet, c'est aussi quelque chose qui fait partie du système, mais si ce n'est pas possible de l'avoir, alors on va faire autrement. Une deuxième chose que je voulais préciser, puisque ça a bien été expliqué par Walid, mais on a sur ce schéma deux onduleurs. Un onduleur d'injection, un onduleur chargeur. C'est important de voir les deux. Tous les systèmes n'ont pas besoin de batterie, donc dans ce cas-là, on aura simplement des onduleurs d'injection qui sont liés aux panneaux photovoltaïques. Et on a, dans certains cas, alors notamment si on est dans un site isolé, c'est-à-dire qu'on n'a pas de réseau à disposition, alors nécessairement, dans ce cas-là, on a des batteries et donc un onduleur chargeur de batterie. Dans certains cas, on peut avoir le réseau, mais un réseau qui n'est pas constant ou qui a une qualité moindre que ce qu'on pourrait attendre. Alors, le système avec batterie va permettre de fonctionner lorsque le réseau n'est plus présent ou si le réseau est de trop mauvaise qualité. Voilà, donc il faut bien avoir en tête pourquoi ces deux onduleurs qui sont représentés par deux couleurs différentes, c'est qu'on fait bien la distinction entre la production PV, production photovoltaïque, et la charge des batteries. Et alors, l'intérêt d'avoir également ces deux types d'onduleurs, c'est qu'on a des systèmes complètement flexible et évolutif. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui commencer avec une installation qui n'a pas de batterie, mais dans quelques temps, quelques années, parce que les besoins ont changé, on pourra rajouter des batteries avec un onduleur spécifique. Voilà ce que je voulais rajouter. Je pense que c'est relativement clair pour le reste. Alors, Serge pourrait nous poser la question, pourquoi utiliser par exemple du stockage dans un système d'autoconsommation et quelle va être sa répercussion sur le taux d'autoconsommation? Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans un système en autoconsommation, quand on parle de taux d'autoconsommation, ça consiste à dire, à calculer comment on utilise l'énergie photovoltaïque.
L'énergie photovoltaïque est produite, vous le savez, la journée, hein, puisque c'est le soleil qui produit l'énergie photovoltaïque. Et donc, on peut facilement consommer cette énergie au moment où elle est produite quand on consomme la journée. Mais évidemment, vous le savez tous, on consomme de l'énergie tout au long de la journée, de 0 heure à minuit. Et donc, il y a forcément des périodes où on ne peut pas consommer l'énergie photovoltaïque puisqu'elle n'est pas produite à ce moment-là. Et puis, il y a aussi d'autres périodes où on produit de l'énergie photovoltaïque, mais on ne consomme pas tout parce que le profil de consommation, on en parlera un peu plus loin, est tel que dans certaines heures de la journée, il n'y a pas d'activité ou les gens ne sont pas présents dans le bâtiment, on ne consomme pas cette énergie. Donc, la possibilité que l'on a dans ce cas-là, soit c'est d'injecter ce qu'on appelle le surplus d'énergie vers le réseau, et dans ce cas-là, on peut avoir une valorisation de cette énergie par le gestionnaire du réseau. Et l'autre solution, c'est de stocker cette énergie pour s'en servir plus tard. Une énergie photovoltaïque qui est stockée dans des batteries, lorsqu'on l'utilise plus tard, c'est toujours de l'énergie photovoltaïque. Et donc, on va augmenter le taux d'autoconsommation de cette manière. Merci. Voilà le principe de la batterie. Alors, comme la transition a été faite, vous avez parlé de surplus et d'injection vers le réseau. On a deux schémas qui vont représenter des types d'autoconsommation avec une injection vers le réseau et sans l'injection vers le réseau. Parce que, encore une fois, ça va dépendre de la réglementation et du pays dans lequel on se trouve. On peut se trouver dans un pays où l'injection vers le réseau n'est soit pas valorisée, soit tout simplement interdite ou bien tolérée. Et dans ce cas-là, on a besoin d'une certaine fonctionnalité. Donc, on va expliquer premièrement le premier schéma dit d'autoconsommation. On a en orange le profil de consommation que vous évoquiez, Serge, et en bleu la production photovoltaïque qui va, elle, dépendre du rayonnement solaire. Donc, durant la nuit, il n'y a pas de rayonnement solaire, donc pas de production. La consommation est prise en charge par le réseau public. Et donc, jusqu'au moment où le rayonnement solaire est suffisant pour démarrer les onduleurs d'injection, on va commencer à produire de l'électricité et l'injecter dans le réseau local. Il y a un moment donné où la production dépasse la consommation et c'est cette partie-là qu'on appelle surplus qui va être injectée vers le réseau. Alors, on peut l'injecter vers le réseau et elle est achetée par le gestionnaire de réseau, ou bien il tolère l'injection de ce surplus dans son réseau jusqu'à certaines valeurs, ou bien va tout simplement interdire ou restreindre cette injection. D'où l'intérêt d'avoir la limitation de l'injection qui se trouve sur le deuxième schéma. Et on voit bien qu'au moment où la production va subvenir aux besoins de la charge, les deux courbes épousent exactement la même forme. Et ça veut dire ici que l'on produit que ce qu'on va consommer et le surplus n'est pas injecté. On limite la production des onduleurs photovoltaïques pour ne pas injecter ce surplus vers le réseau. Je pense que ces schémas, Serge, sont assez intéressants si vous voulez rajouter des points. Non, je pense que tout a été dit. Alors, il y a peut-être une réponse qui est technique quand on est dans le cas où on n'injecte pas de surplus vers le réseau. Cette énergie n'est tout simplement pas produite. Ce n'est pas une énergie qu'on va dissiper ou consommer. Hein, c'est une énergie qui ne va pas être produite simplement par une adaptation de la puissance des onduleurs. Et on va, dans ce cas-là, ne pas travailler sur le point de puissance maximum, qui est le travail habituel d'un onduleur, et on va au contraire dégrader son fonctionnement, alors dégrader sans l'abîmer bien sûr, hein, mais fonctionner de manière à ce qu'on ne produise pas cette énergie supplémentaire. Quand on fait un dimensionnement de l'installation,
il faut évidemment veiller à ce que lorsque on est susceptible de limiter la puissance des onduleurs, il faut aussi dimensionner le système de manière à ne pas trop perdre par rapport à ce qui est possible de produire. Donc, je reviendrai tout à l'heure sur le dimensionnement. Je ne dis plus rien là-dessus. On avance sur la suite. Merci Serge, merci Oui. Walid. Donc, on va faire une petite pause pour prendre quelques questions qui se sont posées avant de continuer la suite. Donc, on a vu ce que c'était l'autoconsommation, le principe global de fonctionnement. Là, j'ai une première question qui me dit comment fonctionne l'installation quand on est couplé au réseau électrique. Serge, vous voulez répondre à la question? Comment fonctionne l'installation? Alors, j'imagine d'un point de vue électrique que la question est posée. D'un point de vue électrique, les onduleurs sont des, on va dire, générateurs, mais qui ont une faculté, c'est de se synchroniser sur le réseau. Donc, aujourd'hui, le bâtiment est alimenté par le réseau externe, le réseau public, et l'onduleur, lui, va venir se synchroniser et ensuite va commencer à injecter sa puissance quand le soleil est présent. Donc le courant dans la maison, dans le bâtiment, on peut dire qu'on a deux sources à ce moment-là de courant, le courant qui vient du réseau et le courant qui vient de l'installation photovoltaïque. Et en priorité, évidemment, d'un point de vue électrique, le courant va être consommé au plus près, donc en local, on va consommer le photovoltaïque, et seulement le complément va venir du réseau. Si vous voulez, on peut imaginer que le courant, quand il est produit sur place, vient naturellement plus vite, si on peut expliquer ça comme ça, plus vite au consommateur. Donc, on va consommer en priorité le photovoltaïque et le complément va venir du réseau. Si on produit plus qu'on ne consomme, dans ce cas-là, le sens du courant va s'inverser et donc le courant va aller vers le réseau. Voilà, je pense que c'était ce qu'il fallait dire pour cette question. Ce qu'il faut noter, je rajouterai, je vous compléterai, Serge, ce qu'il faut noter que du point de vue utilisateur ou du bâtiment qui utilise cette autoconsommation, on ne voit pas de différence entre l'énergie solaire ou l'énergie conventionnelle. En fait, on voit de l'électricité stable qui arrive au bâtiment, qu'elle vienne du réseau ou de l'installation solaire, ou carrément un mix entre les deux, parce que, comme disait Serge, donc, le solaire est prioritaire, mais dans l'éventualité où il y a un besoin supplémentaire, donc on prend du réseau. Donc, l'essentiel, c'est que le client ou l'utilisateur voit une énergie électrique stable qui alimente son bâtiment. C'est bien ça, Serge? C'est tout à fait ça. D'accord, super. Walid, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, c'est bon. Tout a D'accord. été dit. Deuxième question. Donc, vous avez parlé de batterie. Donc, quelle est la durée de vie estimée des batteries, sachant que la durée de vie des batteries, c'est en fonction de nombre de cycles de charge et de décharge? Walid, tu réponds à cette question? Alors, oui, en fait, ça va dépendre de notre choix de batterie. Ça va dépendre de l'application. Ça va dépendre d'énormément de choses. Aujourd'hui, la technologie propose énormément de travailler qui sont garantis 10 ans, qui ont entre 6000 et 8000 cycles pour donner des chiffres. Il y a, ça existe, ça a un certain coût, mais ça a le mérite de durer longtemps durer assez longtemps et de proposer des performances très intéressantes. Il y a les batteries à plomb, les batteries scellées, les OPZV, les OPZS, qui sont tout à fait utilisables dans le cadre du solaire ou de l'optimisation de l'autoconsommation. Ça va dépendre en réalité de la technologie qu'on va choisir et de son application.
Merci Walid. Là, on a une autre question. Est-ce qu'il y a une opportunité de vendre le surplus injecté dans le réseau de Sonelgaz? Donc, je réponds à cette question. Donc, en fait, malheureusement, actuellement, avec les lois qui sont mises en application, on n'a pas la possibilité de vendre le surplus injecté dans le réseau de Sonelgaz. Et c'est pour ça que typiquement, dans les installations que nous faisons actuellement, on met généralement un énergie meter. C'est ce que va expliquer Walid et Serge plus tard dans la présentation pour limiter l'injection sur le réseau. C'est tout à fait faisable dans d'autres pays. Ça sera sûrement faisable dans quelques temps en Algérie. On l'espère en tous les cas. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Autre question. L'onduleur fait la fonction d'un inverseur, Serge? Alors, pas tout à fait. Il y a pas de… Quand j'ai dit tout à l'heure, il y a deux sources d'énergie, mais en réalité, il n'y a pas un inverseur qui choisit une source ou l'autre. Ces deux sources d'énergie sont, d'un point de vue électrique, en parallèle. C'est-à-dire qu'elles fonctionnent en même temps sur le même réseau. C'est-à-dire que la maison, le bâtiment électrique ne change rien de son installation électrique. L'alimentation vient soit du réseau, soit de l'installation photovoltaïque, mais en même temps. Et donc, il n'y a pas une fonction inverseur, il y a une fonction simplement de synchronisation, c'est-à-dire que les deux sources sont parfaitement synchronisées, comme le disait tout à l'heure Zéhour, c'est exactement transparent du point de vue de la consommation. C'est un échange d'électrons qui circulent dans les fils électriques de la maison et on n'a pas il n'y a pas à changer quoi que ce soit dans la maison. Je te compléterai, Serge, pour donner un petit exemple qu'on utilise d'une façon très commune. C'est comme un mitigeur d'eau. On aime bien utiliser cet exemple. Donc, un mitigeur d'eau, comme vous savez, il y a un tuyau d'eau chaude qui vient d'un côté, un tuyau d'eau froide qui vient de l'autre côté, et il y a le mitigeur, donc en fait, qui nous sort l'eau à la température qu'on veut. C'est exactement le cas et le fonctionnement de l'installation. Donc, on a le réseau conventionnel qui vient d'un côté, l'installation solaire qui vient d'un côté, on a une seule source d'énergie. Absolument, très bien. Voilà. Donc, une autre question qui vient d'arriver. Est-ce qu'il y a un dispositif de l'État algérien qui encourage l'autoconsommation? Donc, il y a certains dispositifs, il y a des fonds même qui financent certains projets, mais actuellement, avec des retours d'expérience, nous ne sommes pas arrivés à avoir, avec des clients, à avoir des choses concrètes sur ça. Je pense que cela va venir avec le temps, mais actuellement, nous pensons que le dispositif n'est pas encore très mature ou bien mis en place en tous les cas. Une autre question. Quelle est la proportion entre la surface des panneaux PV et la puissance produite? Serge? Aujourd'hui, ça dépend vraiment de quoi on parle, mais quand on a une surface de toiture qui permet d'installer, voilà, on peut faire un ratio entre la surface de toiture et la puissance de l'installation photovoltaïque. Alors, on peut dire qu'on a 1 kW crête pour un peu moins de 10 mètres carrés aujourd'hui, ou un peu, voilà, ça dépend vraiment du type de module qu'on va installer. Mais voilà, il y a forcément un rapport entre la surface de toiture et la puissance installée. Mais ce n'est pas le plus important. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est quand on parle d'autoconsommation, c'est surtout de bien faire la comparaison entre ce qui est consommé dans le bâtiment et ce qui, en regard, doit être produit. Donc, on va peut-être parfois utiliser toute la surface de toiture, parfois bien moins que toute la surface, et parfois la surface de la toiture n'est pas suffisante et on va aller chercher à l'extérieur, par exemple sur des ombrières de parking, c'est le cas dans certaines de nos installations en France, où on va chercher une surface supplémentaire pour produire plus. Voilà pour répondre à la question.
Ben, merci Serge. Je pense qu'on a fait le tour des questions. De toute façon, on s'arrêtera un peu plus tard pour répondre à d'autres questions. Donc, comme vous pouvez le constater, donc là, je viens de lancer un sondage pour savoir quelles sont les motivations de chacun de vous pour la mise en place d'une installation d'autoconsommation. C'est intéressant de le voir. Donc, généralement, les réponses qu'on a mises, c'est suite à des retours d'expérience que nous avons eus sur le terrain. Donc, pour poursuivre la suite, je vous laisse continuer à voter. Nous verrons les résultats du sondage plus tard avec d'autres questions éventuellement qui viendront plus tard. Donc, avant de donner la main à Serge, donc, comme on disait, on a maintenant déterminé ce que c'était l'autoconsommation. Je voulais quand même vous donner une vision globale sur la démarche qui est entreprise pour passer un dimensionnement d'une installation ou mettre en place une installation d'autoconsommation. Donc, généralement, on démarre d'un besoin client ou donc ce besoin peut être concrétisé par plusieurs façons. Donc, notamment si c'est une installation qui est existante ou un bâtiment qui est déjà existant, là, on irait prendre des factures d'électricité qu'on analyserait par le jour, la nuit, voir quelles sont les consommations qui ressortent sur ces factures-là. Quand on arrive à un point un peu plus poussé, là, à ce moment-là, on met des enregistreurs de données qui vont enregistrer en temps réel la consommation du bâtiment et donc même en faisant des zooms sur certaines périodes, sur des pics, en faisant une analyse sur tout ce qui est charge, tout ce qui est phase du bâtiment. Ou carrément, donc on va déterminer un besoin par rapport à un bilan de puissance si le bâtiment n'existe pas ou si l'installation global à alimenter n'existe pas. Donc ça, c'est le point de départ pour pouvoir dimensionner une installation en autoconsommation, c'est le besoin. Donc une fois qu'on a déterminé le besoin, on va passer à cette partie dimensionnement que Serge va nous présenter dans les prochaines diapos et donc où on commencera par dimensionner les champs photovoltaïques, on choisira les équipements, notamment les onduleurs, pour pouvoir optimiser ce taux d'autoconsommation et vraiment le maximiser. Donc, comme disait Serge tout à l'heure, on va aller vers une optimisation de l'installation. Donc, on ne va pas surdimensionner par rapport à un besoin, on ne va pas sous-dimensionner, on va chercher vraiment l'équilibre qui permettrait d'avoir un taux de consommation idéal pour le client. Une fois qu'on a fait ce dimensionnement-là, on met en place notre installation, on ne s'arrête pas à ce niveau et là, on continue avec un pilotage, un monitoring, une gestion de la performance, des tableaux de bord qui permettent à ceux qui ont opté pour l'autoconsommation d'avoir une vision réelle de l'installation. Et là, c'est le pilotage à distance qu'on va traiter sur le prochain webinaire, mais qu'on va voir aussi aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je laisse la main à Serge qui va nous parler de cette partie dimensionnement et puis nous passerons ensuite à la partie pilotage et monitoring. À toi, Serge. Oui, alors, sur la suite, quand on parle de dimensionnement, vous avez compris, c'est sur ce point que j'insistais précédemment pour répondre à une question, c'est qu'il faut que l'on fasse une optimisation du dimensionnement. Et pour commencer, il faut bien connaître le profil de consommation. Ce qu'on appelle le profil de consommation, c'est la consommation que l'on peut connaître du bâtiment, du client, heure par heure sur 24 heures. C'est ce qui va nous permettre de savoir ce qui est consommé la nuit, c'est-à-dire hors période de production solaire, le jour, pendant la période de production solaire, et c'est ce qui va nous permettre de voir à quel moment et comment dimensionner l'installation pour arriver à être le plus optimum possible, c'est-à-dire ne pas surinvestir sur une installation pour finalement ne pas répondre aux besoins demandés par le client. Donc, c'est vraiment quelque chose qui permet de se faire à partir d'un logiciel. On utilise un logiciel qui est édité par SMA et qui s'appelle Sunny Design Web. On peut tous utiliser, mais qu'il faut connaître et
qui est la plupart du temps utilisé par des spécialistes, qui sont les installateurs, et Sunji en maîtrise bien sûr toutes les fonctionnalités. L'idée est de, dans un premier temps, créer un profil de consommation. On peut créer un profil de consommation en déterminant heure après heure, après une discussion avec le client final, en étudiant ses appareils électriques ou en faisant des mesures, on peut déterminer heure par heure comment se comporte le bâtiment. Avec des jours de la semaine, éventuellement des jours du week-end, pour savoir quel moment on produit, enfin, on consomme dans un premier temps, et ensuite on verra comment faire l'installation. C'est important de savoir si on a des variations saisonnières, si on a, devant, comme je viens de le dire, des jours de la semaine où on consomme moins que d'autres, de manière à pouvoir déterminer le vrai profil de consommation. Autre moyen de déterminer un profil de consommation, c'est de faire des mesures. Alors, on peut avoir, par exemple, certains distributeurs d'énergie qui font des mesures, bien sûr, puisqu'ils font des factures, et donc qui parfois mettent à disposition ces profils de consommation sur une année, par exemple. Ou alors, il est possible d'installer des appareils de mesure et d'avoir un profil de cette manière. Donc, quand on a déterminé le profil, c'est très important parce que dans la suite, on va passer à la page suivante, on va voir que on va se positionner à partir de ce profil pour dimensionner l'installation. Donc, par exemple, dans le cas qu'on a cité ici, c'est un exemple qui avait été étudié pour un projet en France. On est donc sur une installation d'autoconsommation. On consomme annuellement 4200 mégawattheures d'énergie. Donc, c'est une grosse installation. C'est un supermarché qui fonctionne et qui consomme beaucoup parce que aujourd'hui, vous savez, dans un supermarché de grande taille, on a souvent des bâtiments qui sont fermés, qui sont éclairés toute la journée, dans lesquels on a du froid pour les surgelés, pour les produits, ce qu'on appelle le froid négatif en dessous de zéro, le froid positif pour la réfrigération simple. On a des périodes de climatisation, de chauffage, donc on consomme énormément. Donc on détermine sur un profil non seulement la consommation totale, mais on va voir à la page suivante le profil de consommation tel qu'il est fait dans le système de calcul qu'est le logiciel. Page suivante, Walid. Donc, on va voir dans ce cas-là comment insérer dans ce profil de consommation une part de photovoltaïque. Donc, ce qu'on voit ici, c'est tout simplement le profil de consommation sur la semaine. On voit dans cette grande courbe verte comment on consomme la nuit à peu près la moitié que ce qu'on consomme en pointe le jour. Pas tout à fait la moitié, un peu plus que la moitié. Voilà, ça nous permet, si vous voulez, de savoir comment se comporte le bâtiment. Et on constate qu'un bâtiment de ce type, un bâtiment commercial, consomme également la nuit, même s'il n'y a pas de clients à ce moment-là. Voilà, donc c'est important de le savoir. Ensuite, ce qu'on va déterminer pour le dimensionnement de l'installation, donc là, on va faire un clic supplémentaire, on va déterminer ce qui, dans cette part d'énergie, va pouvoir être fourni par le photovoltaïque. C'est ce qu'on a représenté ici par des courbes de production journalière, hein, à peu près une cloche qui représente la fonction de production photovoltaïque. Et là, on peut imaginer un système pour lequel le photovoltaïque va être entièrement absorbé par la consommation. C'est ce qui a été fait finalement dans cette installation parce qu'on a défini que pour être sûr, sur une année complète de tout consommer, on va dimensionner l'installation de manière à produire à peu près 15% de la consommation. Donc, c'est comme ça qu'on va le définir. Mais on pourrait, vous le comprenez, avoir ces courbes rouges qui s'élèvent un peu plus dans la partie verte pour produire plus de PV et donc autoconsommer encore plus. Enfin, avoir une part d'autoconsommation supérieure, mais surtout produire plus ou moins selon les cas.
Et aujourd'hui, dans des grandes installations de ce type, on ne parle pas forcément de stockage, on va simplement travailler sur le profil de consommation et adapter au mieux la production, et donc ce qu'on appelle aussi le profil de consommation. On va passer à la page suivante pour voir maintenant ce qui a été fait sur cette installation. Sur cette installation, on a installé à peu près 500 kW-crête de modules photovoltaïques, à la fois sur la toiture du bâtiment et sur des ombrières de parking, de manière à produire à peu près, on l'a dit, 15% de la consommation totale. C'est-à-dire que sur les, on l'a dit, pardon, j'ai oublié le chiffre, sur la consommation totale, on va produire à peu près 650 mégawattheures. On avait dit on en consomme à peu près 2100 ou 2400, je n'ai plus en tête le chiffre. Mais voilà, on va en produire à peu près 15%. Et pour ça, on va définir quels sont les onduleurs à installer. Donc, le logiciel nous permet aussi de faire un choix d'onduleurs et de définir ici un rendement énergétique annuel, ce qu'on a mis dans le signe rouge, enfin le cercle rouge ici. On voit combien produit cette installation. On a bien sûr un outil qui nous permet de choisir des onduleurs, de remettre plus de modules ou en enlever pour s'adapter au mieux. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de la même manière qu'on a créé un profil de consommation heure par heure pendant une année, on va, avec le logiciel, comparer la production heure par heure pendant une année. Et donc, on a un calcul qui est fait, qui est assez précis. Donc, on passe à l'étape, page suivante, où l'on a ici le choix des onduleurs qui est fait. Donc là, sur cette installation, on a mis des onduleurs de type Tripower, c'est-à-dire STP 25000, TL30, c'est un type d'appareil de la gamme SMA. On pourrait avoir bien sûr d'autres onduleurs de la gamme. Et on n'a pas, dans ce cas typique, on n'a pas de stockage, mais on pourrait associer également des onduleurs de type Sunny Island, qui sont les onduleurs de batterie. Donc voilà, le changement de page ne s'est pas réalisé, mais on est sur le sujet. Voilà, donc là, on a quelques caractéristiques d'onduleurs. L'idée, c'est d'avoir, pour faire simple, des plages de tension de fonctionnement, des courants maximum, des rendements d'appareil. Voilà, évidemment, tout ça n'a pas un intérêt énorme ici dans la présentation, mais c'est des choses qu'on retrouve dans les fiches techniques des appareils. Le résultat, lui, est important. Là, on calcule le taux d'autoconsommation. Et puis, un autre taux qui est important, c'est le taux d'autosuffisance. Le taux d'autoconsommation, ça correspond, on l'a dit tout à l'heure, à la faculté du système de consommation d'absorber tout ou une partie seulement de ce qui est produit sur le bâtiment. Quand on a un taux d'autoconsommation, ça signifie que tout le photovoltaïque installé est consommé au fil de l'année tout le temps. Le taux d'autosuffisance, il est appelé parfois le taux de couverture photovoltaïque ou le taux d'indépendance. C'est la part de photovoltaïque dans la facture d'électricité. C'est-à-dire, en gros, ce qui se substitue à la facture d'électricité par le photovoltaïque. On est là donc sur une économie de 15% sur la facture d'électricité. Quand on arrive à ces résultats que le logiciel nous permet d'obtenir en quelques minutes, on peut revenir en arrière, changer l'installation, augmenter, descendre, baisser la taille de l'installation et optimiser ces résultats, puisque dans le cercle que l'on voit ici au centre, on a la production, la consommation du bâtiment, ce qui est autoconsommé et ce qui est réinjecté vers le réseau quand on a un dépannage. Un dépassement, pas un dépannage. Un dépassement. Voilà, pour le dimensionnement, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Je repasse la parole à Walid pour la suite. Alors, on passe sur la deuxième partie, la partie, comme Zohar l'a évoqué, il y a la partie besoin, on va déterminer les besoins.
facture, enregistrement de données, bilan de puissance. Il y a la partie dimensionnement dont Serge vient de nous parler. Et enfin, il y a la partie pilotage et monitoring qui va être, on va dire, ce qu'on appelle, nous, chez Sunji, exploitation. Et ça va être la partie où l'installation est en fonctionnement et on va la surveiller et la piloter à distance. Pour ce faire, on a besoin d'un certain équipement qu'on a évoqué sur le schéma de principe, qui est le data manager. Donc, le data manager ici, son rôle, c'est de collecter les données des différents appareils qu'on a mis en place pour produire de l'électricité depuis le champ photovoltaïque, que ce soit un onduleur chargeur ou un onduleur d'injection, ou même certaines batteries. Et ces informations vont être collectées sur cette passerelle de communication ou data logger qui vont être envoyées vers un cloud, vers une plateforme qu'on va pouvoir consulter en ligne ou en local si on n'a pas accès à Internet. Ce dispositif est très important parce que ça nous permet non seulement de surveiller l'installation en temps réel, ça a un journal des logs, donc des erreurs de cette installation. Et donc, s'il y a une panne ou s'il y a un souci, on a un journal des erreurs et on va pouvoir déterminer avec une certaine précision les causes qui ont mené à cette panne. On va pouvoir aussi visualiser dans le détail certains paramètres de production de l'installation et avoir à faire de la maintenance préventive. Par exemple, tout simple, j'ai un cas en ce moment où là, j'ai une baisse de production sur les 2 derniers mois, alors que je devrais avoir une augmentation de la production. Ce que je comprends tout simplement, c'est que mes panneaux se sont un peu encrassés et qu'il faut peut-être les nettoyer. Donc voilà, on va dire une application ou pratique de ce genre de dispositif. C'est pour ça que c'est très important dans une installation solaire, photovoltaïque, euh, pilotage et monitoring à distance. Deuxième élément très important pour le pilotage et le monitoring, c'est l'énergie émetteur ou le compteur bidirectionnel. Son rôle très simple, c'est de comptabiliser l'énergie produite et l'énergie consommée. Et donc, c'est cet appareil qui va nous faire les comparaisons et on va voir les courbes qui va pouvoir nous sortir. Et c'est aussi grâce à cet appareil qu'on va pouvoir faire la limitation d'injection dont on a parlé plus haut. Parce que si on n'a pas cet appareil, on n'a pas de visibilité sur la consommation et donc on ne va pas pouvoir limiter l'injection et donc éviter que le surplus soit envoyé vers le réseau. Euh, Cet appareil est très important, communique avec le data manager et les autres équipements, ce qui permet d'avoir un système au final intelligent, capable de s'adapter et d'évoluer. Si demain on veut rajouter des panneaux solaires, on peut rajouter des panneaux, on rajoute des onduleurs, on n'est pas obligé de rajouter ces équipements-là. Un data manager peut prendre énormément d'onduleurs. J'ai oublié le chiffre, mais le chiffre est assez conséquent. Un Sunny Home Manager va pouvoir gérer une petite installation avec une limite de 63 ampères. Mais si on est dans une installation plus importante, on a un dispositif pour l'adapter à des consommations plus élevées avec des TS ou des petits transformateurs de courant externe. Et donc, tous ces éléments-là constituent le système intelligent SMA qui va nous permettre d'optimiser en réalité notre autoconsommation. Donc, Serge, Oui, très bien. si Je constate une petite erreur sur l'image, mais c'est pas très grave, mais on la corrigera. oui,
l'appareil est un Sony Home Manager, ça devrait être un Energy Meter. Energy meter, effectivement. C'est c'est la même boîte, c'est pour ça qu'il peut y avoir Ouais. une confusion. Donc, on verra ça, on corrigera. Oui, donc il est important de comprendre hein, la présence du compteur d'énergie, puisque c'est à partir de ce comptage qu'on va pouvoir ensuite visualiser à l'écran les pages qui arrivent après et qui sont les pages sur lesquelles on visualise réellement la courbe à la fois de consommation et de production. Donc, on va la voir sur la page suivante. Et à partir du moment où, comme je le disais tout à l'heure dans les premières minutes du webinaire, quand on sait, on fait mieux. C'est-à-dire que quand on est capable d'observer au jour le jour comment est utilisée l'énergie dans le bâtiment, on va très rapidement trouver des nouvelles façons de fonctionner pour que on consomme par exemple plus aux heures de production photovoltaïque, c'est-à-dire plutôt la journée, je dirais même à certaines périodes de la journée quand la production est maximum, plutôt que consommer, comme on le fait habituellement sans trop savoir, consommer la nuit ou le matin alors qu'on n'a pas encore de source solaire. Et donc, on va apprendre à faire des adaptations alors, qui peuvent être faites automatiquement dans certains systèmes. Alors là, on parle de gestion d'énergie automatisée, mais on peut aussi le faire manuellement ou intelligemment, disons. Si on regarde les courbes que l'on voit ici, la courbe verte sur la partie du haut, ça correspond à ce qu'on appelle justement l'autoconsommation. La page que l'on voit, qui est une page qu'on pourrait voir sur le Sony Portal pour une installation donnée, et donc cette page est divisée en deux. En haut, on a la consommation, et l'autoconsommation donc, et en bas, la production. La courbe de production verte que vous voyez ici, elle a une belle forme en cloche lorsqu'il fait très beau, et c'est habituellement ce qu'on constate quand on produit du photovoltaïque. Dans la partie haute, où l'on voit la consommation, le profil de consommation, comme on l'a détaillé tout à l'heure, est constitué d'une zone rouge, qui est une énergie qu'on va chercher au réseau, qu'on achète donc. Et à ce moment-là, on voit, lorsque le soleil commence à se lever et tout au long de la journée, une courbe verte qui apparaît dans la courbe rouge. Cette courbe verte, c'est l'autoconsommation, c'est-à-dire c'est la partie consommée du photovoltaïque du bâtiment. C'est-à-dire que là, on achète finalement au réseau que la partie rouge, c'est-à-dire la partie supérieure. Et on se rend compte, bien sûr, que si on n'avait pas de photovoltaïque, la partie rouge serait très importante et on la payerait forcément beaucoup plus cher qu'avec une installation photovoltaïque. Voilà, donc ça, c'est important de comprendre. Les profils qui bougent, bien sûr, dans la journée, on consomme plus ou moins en fonction des appareils qu'on met en service. Avec ici, un cas particulier, c'est qu'à partir de 13 heures, on voit qu'on a une baisse de la consommation. Alors, c'est sûrement un bâtiment qui fonctionne plutôt le matin et qui, à un moment donné, en vient à consommer moins. Et on voit que dans ce cas-là, la consommation est presque entièrement couverte ou même complètement couverte par le photovoltaïque. Dans la partie basse, on a une partie jaune qui apparaît dans le vert. Cette partie jaune, elle exprime ce qui est injecté vers le réseau, c'est-à-dire c'est la partie photovoltaïque qui n'est pas consommée par l'installation et qui est injectée vers le réseau. Donc ça, c'est une installation en autoconsommation avec vente ou injection de surplus vers le réseau. Et la page suivante, on va voir également un cas très particulier, mais qu'on voulait vous montrer parce que c'est vraiment représentatif d'une installation en autoconsommation avec limitation de puissance des onduleurs. Alors, dans cette page-là qui va apparaître, on voit véritablement l'action du système énergémetteur et limitation de puissance. Ça met un peu de temps entre l'Algérie et la France, sans doute. Oui, oui. J'ai changé la page, ça fait un petit moment. Voilà, ça va arriver. Ouais. Et voilà, ici, on a la visualisation. Alors, toujours en haut, la consommation, en bas, la production.
On voit que la consommation de nuit est relativement faible, donc évidemment cette consommation elle est couverte par le réseau jusqu'à 6 heures du matin à peu près où la production photovoltaïque commence, mais elle commence de manière très limitée parce que le système l'empêche de produire plus qu'on ne consomme. Donc comme la consommation est faible, elle reste faible. Puis alors ça c'est un magasin, alors pour rien vous cacher, c'est un magasin d'alimentation en Martinique, c'est-à-dire que à partir de 8 heures du matin, on commence, enfin à 9 heures même, on commence à consommer plus dans le bâtiment. Donc là, on laisse l'installation produire et donc on produit à hauteur de ce qui est consommé. Et donc on voit le long de la journée la production qui est limitée parce que la consommation ne dépasse pas un certain taux. Et donc, jusqu'à la période du soir, où on voit le rouge qui commence à devenir un peu plus important parce qu'on continue à consommer alors que l'énergie n'est plus possible. Alors, ce qu'il faut comprendre dans une installation comme ça, c'est qu'à certains moments, on limite la puissance des onduleurs pour ne pas produire plus, mais on se rend compte que le soir, on n'a plus à limiter la puissance des onduleurs puisque naturellement, le soleil va se coucher et donc là, on produit plus suffisamment. Et donc, typiquement, dans une installation comme ça, on comprend bien que le stockage pourrait être une solution, puisque ce qu'on n'a pas produit dans la journée, on aurait pu le produire pour charger les batteries. Et dans ce cas-là, on aurait couvert la partie rouge de consommation qui est en fin d'après-midi, qui est là parce qu'on a finalement plus de soleil à cette heure-ci, alors qu'on continue à consommer. Donc voilà, tout ce qui concerne le dimensionnement d'une installation et l'optimisation du dimensionnement consiste à observer à tout moment comment on peut produire et comment on consomme. Et si on regarde les deux courbes en même temps, on en définit une optimisation du dimensionnement avec ou sans stockage selon les cas, avec ou sans limitation de puissance selon les circonstances. Voilà ce que je pouvais dire sur ces deux courbes et on en dira un peu plus dans le prochain webinaire sur la supervision à distance et également le pilotage. Merci Serge. C'est intéressant de voir cette partie-là, effectivement, sur l'injection zéro, où c'est un cas vraiment réel en Algérie. On a eu à traiter avec différents clients qui avaient cette problématique où on a eu à limiter effectivement cette charge. Pour certains clients, on a mis des batteries, donc on stockait cette énergie-là dans des batteries, comme vous le dites, pour pouvoir l'utiliser la nuit. Et on a optimisé en fait les installations avec cela. De toute façon, je pense qu'on pourra aussi voir sur les références qu'on va présenter maintenant aussi peut-être des retours d'expérience. On a voulu faire des retours d'expérience de chez SMA, mais aussi de chez Sunji en Algérie. Et de ces retours d'expérience, nous voulions mettre l'accent sur différentes configurations. Donc, on a choisi des exemples pour donner un aperçu d'une installation plus ou moins grande, d'une petite installation. Et en fait, c'est juste des exemples qu'on peut regarder aussi dans le détail. Il y a d'autres, je pense, il y a d'autres expériences de SMA, d'autres expériences de Sunji qui existent sur nos sites web, mais on voulait quand même faire un zoom sur 2 ou 3 expériences. Donc, je vous laisse, Serge, nous donner ce retour d'expérience sur les références SMA. Je donnerai ensuite nos retours d'expérience en tant que Sunji en Algérie. Allez-y, Serge. Alors là, on a une référence sur un supermarché Leclerc. Alors c'est typique de ce qui se passe aujourd'hui. Le marché français est plutôt orienté vers ces grandes installations. Tout à l'heure, je vous avais cité un exemple avec 500 kW crête. Ici, on a 855 kW crête. On a des très grosses installations en toiture ou sur les parkings des grands magasins et pour produire une partie, une grosse partie ou une partie de la consommation du bâtiment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces bâtiments sont très consommateurs d'énergie et donc, selon le dimensionnement que l'on fait, on va couvrir une partie importante des besoins et donc faire des économies sur la consommation.
Ici, l'installation est réalisée avec 12 onduleurs de type Sunny Tripower Core One. Ce sont des onduleurs qui sont d'une puissance de 50 kW et qui permettent de traiter ce type d'installation. Sur cette installation-là, on a plusieurs spécificités, puisqu'on a plusieurs postes haute tension et donc on a une solution zéro injection avec mesure côté haute tension. Donc c'est encore un peu plus technique que d'habitude, c'est-à-dire que là, on va mesurer au-delà du transformateur du poste de livraison pour qu'on répartisse l'énergie produite sur tous les sous-postes, les postes de sous-livraison qu'on a dans le bâtiment. Et donc, c'est une très belle installation. Donc, effectivement, on va passer à la suivante. La suivante, elle… alors là, pas de batterie, hein, évidemment, sur des grandes installations comme ça, même si c'est des très grandes installations, tout est consommé au fil de l'eau, disons, et on n'a pas besoin de batterie. L'étape suivante, c'est le cas d'un bâtiment qui est un grand bâtiment également de logistique, d'un distributeur français qui s'appelle Rexel. Donc là, on a sur sa toiture à peu près 200 kW crête et 4 onduleurs du même type que Core One. Ici, c'est pareil, on a un bâtiment qui consomme ce qui est produit. Donc, comme c'est un bâtiment de logistique, il n'y a pas une consommation très importante. Donc, c'est pour ça qu'on a, même si la toiture est grande et on aurait pu mettre beaucoup plus de puissance, ici, on a limité la puissance installée pour répondre aux besoins du bâtiment en consommation. Et on a même un dispositif de limitation de puissance. Donc, parfois, les 200 kW sont un petit peu limités de manière à ne pas produire puisque ça n'est pas consommé sur site. Alors ça, c'est un choix qui est fait. On pourrait vendre le surplus puisque c'est possible en France. Mais alors, pourquoi on ne le fait pas dans certains cas? C'est que ça complique un peu la réalisation du projet. Il faut demander d'autres autorisations. Il y a des coûts supplémentaires de raccordement au réseau pour la vente du surplus. Et parfois, le calcul est fait qu'il n'est pas nécessaire de faire cette démarche et que globalement, le projet s'autofinance à partir de cette production et de cette consommation sans avoir à vendre de surplus dans ce cas-là. Voilà, d'un point de vue technique, ça reste les mêmes choix qui ont été faits ici. Toujours pas de batterie, mais en France, aujourd'hui, la batterie n'est pas une priorité. Ça devient possible dans certains cas que lorsque les bâtiments consomment plus et veulent optimiser des périodes de non-production, pardon, de non-consommation. Typiquement, quand on a un week-end complet qui produit et que on devrait limiter l'installation, bah, là, on peut commencer à se poser la question du stockage. Voilà, je laisse la parole à Walid pour la suite. Je rebondis sur ce que vous venez de présenter, Serge, et je fais un petit clin d'œil à l'un de nos partenaires qui est aujourd'hui présent avec nous comme participant et qui a à peu près le même type d'activité dans la partie logistique avec qui nous sommes en train de travailler effectivement pour dimensionner une installation pareille. Donc, ça donne un aperçu de ce qu'on est en train de construire pour ce client. Concernant les références Sunji, on a choisi aussi deux installations qui sont un peu différentes de ce que vous avez présenté, Serge. Et donc, en fait, c'est des clients qui ont voulu avoir une certaine autonomie en électricité, même s'ils avaient accès au réseau conventionnel, mais ils voulaient être complètement autonomes de manière vraiment sécurisée pour leur activité. Et là, nous avons typiquement mis en une installation avec des onduleurs SMA, mais aussi avec des batteries de stockage. Là, c'est des batteries en technologie lithium. Et typiquement, donc, le client, même s'il a le réseau conventionnel qui est disponible, mais il est complètement autonome et ça lui permet d'alimenter ses charges au niveau de son administration en permanence sans aucune interruption. Et d'ailleurs, il a même supprimé l'utilisation du groupe électrogène qui était déjà sur place. Donc, c'est une agence
bancaire. C'est à Hassim Saoud, donc c'est des températures assez rudes. Il y a effectivement cette spécificité sur le nettoyage des panneaux à prendre en considération, parce qu'avec la poussière, c'est vrai que c'est assez spécifique, mais nous avons de très bons rendements et de très bons retours d'expérience. En fait, ça, c'est l'un des projets que nous avons réalisé au sud et c'est le dernier projet sur lequel nous venons de faire une mise en service. Nous avons aussi fait une installation similaire. Là, c'est à Redisen et c'est à peu près le même type d'installation où si le client voulait avoir une certaine autonomie en énergie électrique, donc on a mis en place un parc de batteries, des onduleurs. Et la spécificité de ce site-là, c'est que nous avons installé les panneaux en toiture, mais sur une terrasse exploitable. C'est-à-dire qu'on a surélevé les panneaux sur cette terrasse-là et du coup, les copropriétaires du bâtiment ont un accès permanent à la terrasse pour faire leur dîner en famille et leur barbecue. Donc, en fait, on a surélevé l'installation. Bien sûr, le fait de surélever l'installation, de mettre des structures spécifiques a nécessité des études. Et nous avons fait des études pour vraiment étudier cet aspect de vent, cet aspect solidité et adapter cela aux exigences de notre client. Et là, vraiment aussi, on est sur la sécurité pour ce bâtiment-là, où il y a vraiment une autonomie en énergie électrique qui est aussi enregistrée. Pour les deux clients sur lesquels nous avons travaillé dans le secteur bancaire, il y a aussi des objectifs RSE, des objectifs environnementaux sur lesquels ils ont des engagements envers leur groupe, ils ont des engagements en matière de certification aussi. Donc, du coup, avec eux, nous travaillons aussi au-delà de cette partie installation pour non seulement suivre l'installation à travers le pilotage à distance, mais aussi pour produire des tableaux de bord de performance de l'installation qui font sortir aussi des indicateurs environnementaux, notamment le taux de CO2 économisé, gaz économisé pour le pays. Donc, ça peut avoir plusieurs impacts et plusieurs objectifs qui sont pris en considération à travers ces installations. Nous avons tenu aussi à rajouter une référence sur un particulier. Donc, c'est une installation un peu plus petite, mais ce particulier, typiquement, il voulait vraiment avoir une certaine autonomie. Il a une grande bâtisse avec plusieurs besoins qui sont assez, avec des équipements très pointus en électronique. Donc là, on est vraiment en off-grid et on alimente cette maison complètement avec notre installation solaire et nos batteries que nous avons installées. Donc, on a essayé de donner des cas pour différents types d'applications. On a vu l'industriel, on a vu le supermarché, on a vu l'administration et le particulier. Ça permet de vous donner les différentes applications où on utilise l'autoconsommation, mais ça reste encore plus large et très riche. Je ne pense pas qu'on pourrait tout traiter pendant un webinaire d'1 heure et demie, mais ça donne un aperçu au moins du fonctionnement, des objectifs qui sont visés à travers ces installations et de ce qui peut être fait. Après, chaque installation sera différente d'une autre parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est déterminé selon un besoin spécifique. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fait, qu'on prend, qu'on met pour fonctionner, mais ça part d'une base, d'un besoin, d'une analyse et d'une optimisation selon les consommations. C'est ce qu'expliquait Serge tout à l'heure sur le dimensionnement. Nous tenons bien sûr disponibles pour pouvoir étudier les différents besoins que vous auriez sur vos installations, faire des études de détail sur ça. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter ou revenir vers nous pour une préétude que nous vous fournirons. Donc là, je vous laisse le temps de noter mes coordonnées. Nous avons notre site web, notre page LinkedIn. Walid reste dispo, Serge aussi, donc il ne faut pas hésiter. Donc en attendant, je pense qu'on a fait le tour de la présentation. On va apprendre les quelques questions qui se sont posées.
Alors, première question, comment vous faites le dimensionnement en tenant compte des conditions météorologiques et d'illumination de la région avant de faire l'installation? Une illumination à Alger n'est pas la même de celle à Darar. Avez-vous les bases de données par région et par ville? Walid? Oui, évidemment, on utilise différentes bases de données pour tout l'aspect météorologique, le rayonnement, l'éclairement, température, très important. Et même, par exemple, dans le cas qu'a présenté Zhor, euh, sur le cas où il y avait la structure en surélévation, les données météorologiques de la direction du vent et de la force des vents. Donc, on prend évidemment tout en considération pour faire en sorte que l'installation, parce qu'une installation photovoltaïque n'est pas faite pour durer 2 ans ou 3 ans. C'est une installation qui va durer dans le temps et c'est ce qui fait son avantage en réalité. Et donc, on fait en sorte que tous ces points-là soient pris en compte avec des bases de données utilisées, issues de la NASA sur certains cas. Donc, oui, évidemment, on prend ce genre de données en considération. Merci, merci Walid. Une autre question. Est-ce qu'il y a un programme de réduction des surfaces des panneaux photovoltaïques qui occupent aujourd'hui énormément d'espace? Serge, vous voulez répondre à cette question? Oui, alors là, on parle vraiment de la technologie du photovoltaïque. Le photovoltaïque a beaucoup évolué ces dernières années et si je prends mon expérience propre, il y a 12 ans, quand je suis arrivé chez SMA, on raccordait nos onduleurs sur des modules qui faisaient 120 watts, 110 watts, 120 watts. Et puis au fil du temps, dans les 10 dernières années, à peu près dans la même taille de module, on a vu des puissances s'élever à 130, 150, 200, allez, on va dire, pour faire vite, 200, 250, 300, 340, 350. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est arrivé à quelque chose de maximum du point de vue du rendement du solaire photovoltaïque à base de silicium. C'est-à-dire la technologie des modules évolue, bien sûr, s'optimise au fil du temps, mais on est quasiment aujourd'hui arrivé au rendement Oui, maximum d'une surface de panneau avec cellules type silicium. Donc, aujourd'hui, alors après, on a encore des puissances supplémentaires pour des panneaux qui sont un peu plus grands, donc on optimise vraiment les surfaces aujourd'hui, mais on ne fera pas beaucoup mieux si on ne trouve pas une révolution technologique qui consisterait à créer des panneaux différents. Ce qui a été essayé, alors pour donner un petit exemple, hein, ce qui a été essayé ces dernières années, c'est sur la base du photovoltaïque à base de cellules silicium, c'est de faire de la concentration. Alors c'est typiquement de définir des cellules sur lesquelles on installe des loupes et en suivant le soleil, on a une capacité de ces systèmes à produire beaucoup plus, mais sur des surfaces plus petites. Mais avec des contraintes énormes qui consistent à suivre le soleil, donc d'avoir des trackers mobiles pour suivre le soleil, et d'autre part, à être obligé de refroidir les modules parce qu'en concentrant le soleil sur des surfaces plus petites, on a en plus une élévation de température qui n'est pas très bon en général pour le photovoltaïque. Donc oui, bien sûr, il y a des technologies qui évoluent, mais malheureusement, on n'a pas encore trouvé, et je pense que dans les laboratoires du monde entier, on cherche, on n'a pas encore trouvé la possibilité d'optimiser mieux encore les surfaces photovoltaïques. Mais je mettrai un petit bémol à ce constat, hein, qui peut être amer, mais on a des surfaces qui sont disponibles aujourd'hui. Les toitures ne sont pas utilisées pour une grande partie. Le sol, évidemment, le risque, c'est d'utiliser trop de surface au sol, mais on a des systèmes, comme on l'a montré, pour faire de l'ombrage sur lequel le sol n'est pas bloqué. On peut l'utiliser pour autre chose. On a même des solutions qui aujourd'hui vont un peu plus loin, ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser de photovoltaïque au-dessus
de surface cultivée pour gérer l'ombrage sur ces parcelles, pour avoir à moins arroser, par exemple. Donc, typiquement, les surfaces, même si elles existent encore et qu'elles sont utilisées pour le photovoltaïque, ce n'est pas vraiment un problème. Aujourd'hui, je pense qu'on a bien optimisé le photovoltaïque, en attendant bien sûr une révolution du côté de la technologie, mais qui n'est, à mon avis, pas encore pour demain. Merci Serge. Oui, oui, je vous complète par rapport à ça. Nous rencontrons beaucoup de cas dans notre vie quotidienne quand on travaille avec des clients. Donc, effectivement, on est là pour des fois, il y a certains clients qui n'ont pas beaucoup d'espace, qui ont des espaces qui sont déjà exploités. Et là, nous sommes toujours dans la recherche d'espace et d'optimisation des espaces pour pouvoir mettre en place ces installations d'autoconsommation. Donc, on cherche toujours, là, on est sorti même avec des idées un peu farfelues qui ont, pour certains clients qui ont marché. On a positionné des panneaux d'une façon différente. On les a mis dans des places que les gens n'imaginaient pas utiliser. Mais souvent, on va aussi, en plus des toitures, on va sur des ombrières de parking qui sont souvent mises, surtout en Algérie, dans les grandes administrations. Il y a toujours des ombrières pour garer les voitures et mettre de l'ombrage sur les voitures. Et là, souvent, on utilise ça pour mettre des installations solaires. Autre question, quels sont les facteurs de risque de ces installations solaires? Serge? Facteur de risque? Oui. Alors, du point de vue de la technologie, on est aujourd'hui sur des systèmes qui sont très sûrs. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de risque électrique ou de risque, de risque quelconque pour les personnes et pour les biens. Les systèmes électriques sont tout à fait sécurisés. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de risque en particulier pour de l'utilisation du photovoltaïque dans le bâtiment. Là où on peut parler de risque, c'est le risque qui viendrait gêner la production, c'est-à-dire le risque de perte de production. Et là, les systèmes qu'on met en œuvre, à la fois d'un point de vue de qualité par des installateurs de qualité et la supervision qui va avec, le monitoring et le pilotage des installations, permettent de s'assurer qu'il n'y a aucun risque de perte de production. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de risque, ni d'un point de vue électrique, ni d'un point de vue bâtiment, ni d'un point de vue production, si on regarde de près et qu'on fait les choses correctement. Merci Serge. Autre question. Comment bien choisir le point d'injection dans le cas d'utilisation d'un énergie metteur ou pas? Walid, tu peux répondre à cette question? Alors, par rapport au point d'injection, généralement, je choisis le point le plus proche des charges, c'est-à-dire généralement, c'est le tableau électrique, le tableau général de basse tension. C'est généralement le point que je favorise pour l'injection de la puissance produite, de l'énergie produite. On peut tomber sur des cas où le tableau électrique est éloigné par rapport à l'installation et on peut avoir ce genre de cas, mais généralement, c'est le plus proche possible. Merci. Serge, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, ce qu'on peut préciser rapidement, c'est que l'énergémetteur, lui, sera le plus proche possible du point de raccordement réseau, c'est-à-dire que il doit être en capacité de voir tout ce qui est consommé par le bâtiment, de manière à permettre une bonne utilisation ensuite de l'énergie. Et ensuite, l'injection, comme l'a dit Walid, l'injection de la puissance photovoltaïque se fait dans le tableau électrique et se répartit dans le bâtiment. De toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme on l'avait précisé avec l'histoire de l'eau chaude et de l'eau froide, on va mélanger les deux sources d'énergie et de toute façon, on a, quel que soit le point que l'on choisit pour injecter la puissance, ça sera consommé ou consommé très près ou un peu moins près ou un peu plus loin.
Mais de toute façon, tout est dans un réseau électrique, donc on a en quelque sorte une communication de cette énergie partout dans le bâtiment. Merci Serge. Autre question, en combien d'années nous pouvons dire que notre installation et notre investissement est devenu rentable? On a eu aussi une autre question qui était dans le même sens et qui nous demandait quel est le retour sur investissement. Donc en fait, ce retour sur investissement et cette rentabilité dépendra du type de l'installation qui est mise en place. Est-ce que c'est une installation avec le stockage ou sans stockage? Où est-ce qu'on va la mettre? Donc, il y a tous ces paramètres qui rentrent en considération. Mais généralement, sur les retours d'expérience et en Algérie, on est sur une rentabilité qui va entre 5 et 10 ans, qui peut aller jusqu'à 10 ans. Ça dépend aussi du prix de l'électricité qui est payé par cette administration ou ce bâtiment et quel est le profil de consommation, donc est-ce qu'il consomme le plus la nuit ou la journée. Donc c'est tous ces éléments-là qui rentrent en considération dans le calcul de rentabilité. Donc il dépendra, ce n'est pas quelque chose de fixe, il dépendra vraiment de tous ces paramètres-là. Et nous faisons d'ailleurs, en accompagnant nos clients, nous faisons ces études de rentabilité, ces études sur le retour d'investissement pour permettre aux clients de prendre la bonne décision sur l'investissement. Donc, typiquement, on travaille sur plusieurs variantes avec différentes configurations. On étudie dans le détail cette partie rentabilité et ça permet vraiment aux décideurs de prendre la décision idéale pour mettre telle ou telle solution. Une autre question, quel est le prix du kilowatt sur une installation PV en général? Ça dépend aussi de l'installation et du type d'installation. Est-ce que c'est une installation avec des batteries ou pas? Ça dépend. Je ne sais pas, Serge, si vous voulez rajouter quelque chose et votre retour d'expérience aussi. Non, il me semble que j'ai rien de plus à rajouter sur le sujet. D'accord. Autre question, avec un énergimètre, y a-t-il un risque d'encrassement de l'onduleur si on limite la production en plein rayonnement? Non, alors pour répondre, comme je le disais tout à l'heure, hein, en réalité, quand on fait une limitation de puissance et une limitation de production, c'est vraiment simplement une manière de travailler différente pour l'onduleur. C'est-à-dire que on ne produit pas cette énergie, donc il n'y a pas de risque d'abîmer ou de surcharger l'onduleur pendant cette période-là, puisqu'au contraire, on lui demande de travailler moins. Donc, il n'y a aucun risque de ce côté-là, c'est vraiment fait pour ça. Pour donner une petite explication technique, hein, on a une courbe de production du string, des panneaux photovoltaïques, et on va simplement chercher un point de fonctionnement qui n'est pas le point de fonctionnement sur lequel on a le maximum de puissance. Donc on va la plupart du temps augmenter la tension de fonctionnement pour faire baisser le courant. Et donc, on travaille naturellement une puissance inférieure sans que ça n'ait aucune incidence sur les appareils, ni sur l'onduleur, ni sur les modules. Merci. On agit en réalité sur le soft, pas sur la partie matérielle ou hard de l'onduleur. Donc, il n'y a pas de... Merci Walid. Une dernière question peut-être. Est-ce que votre solution est hybride? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aussi connecter à des éoliennes ou une autre source d'énergie? Walid. Évidemment, oui. C'est l'avantage d'avoir des équipements qui s'adaptent et on fait en fait de l'AC coupling. Tous les équipements sont raccordés avec un courant alternatif qu'on utilise dans nos prises électriques. Et donc, oui, bien évidemment, on peut adapter, intégrer toute forme de source d'énergie du moment que c'est converti en alternatif, basse tension alternatif. Tout peut être intégré.
Oui, je donne le cas d'une installation que nous avons réalisée où il y a le réseau électrique, il y a l'installation solaire qui produit, il y a un parc de batteries, il y a un groupe électrogène et tout ça fonctionne en même temps, enfin, comme le principe qu'on avait expliqué tout à l'heure, mais c'est différentes sources d'énergie qui fonctionnent pour une même installation. Et donc, on peut envisager des éoliennes, même des groupes électrogènes à gaz ou du biogaz qui pourraient fonctionner avec l'installation solaire. Ouais, des piles à combustible. Oui, voilà, oui. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, Walid, les pulls à combustible. Une dernière question, vraiment une toute dernière question. Là, on est vraiment dans les délais. Pourquoi cette solution, je pense que Monsieur Lounès parle de l'éolienne, n'est pas vraiment très sollicitée en Algérie, à votre avis? Walid. Bon, ça dépasse un peu mon champ de compétences. Je suis Si je peux pas me permettre, vraiment très calé en éolienne, mais je ouais, pense non, que c'est une question de... Oui, 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 excuse-moi, Walid, si je peux me oui, permettre, la question ne, oui, ne, ne parle peut-être pas de l'éolienne, mais du photovoltaïque ou de l'installation vas-y. photovoltaïque en général. Je sais pas en Je fait, peux demander monsieur. une confirmation, mais Ouais. effectivement, on va pas s'étendre sur l'éolien, mais par contre, est-ce qu'on peut justifier le fait qu'il n'y a pas encore Vas-y, assez vas-y, de Serge. photovoltaïque en Algérie? Peut-être que c'est là la question, et pourquoi? Ah, ça, c'est sûr. Alors, donc, Ça, bah, c'est sûr, pour oui. la Il n'y a pas première assez chose, de pour photovoltaïque la en Algérie. première chose, si c'est pour les éoliennes, effectivement, c'est pas Oui, oui, il y a une précision là. notre Tu as cœur de répondu. métier, on est plutôt sur le photovoltaïque, mais enfin, il y a un vrai potentiel. Il y a certaines régions qui ont un potentiel éolien et sur lesquelles les éoliennes peuvent être exploitées en couplé avec le réseau électrique. Donc maintenant, si ça parle de la solution solaire, pourquoi ce n'est pas vraiment très sollicité en Algérie? Là, je pense on commence à faire des pas assez considérables, même si c'est un peu timide et des fois un peu pas très orienté qualité, malheureusement. Mais nous espérons vraiment, nous sommes un acteur et nous voulons vraiment faire en sorte que la démarche change. Après, effectivement, il y a l'aspect coût qui reste quand même un obstacle dans le sens où le prix de l'électricité actuellement est subventionné par l'État. Et donc, je pense de toute façon, là, on commence à voir des augmentations sur le prix de l'électricité. Ça viendra sûrement, donc, tôt ou tard, avec tout ce contexte de crise, avec la conjoncture, tôt ou tard, on sera obligé de remettre les prix de l'électricité à leur juste valeur. Et là, vraiment, la production avec l'électricité, la production solaire euh, prendra vraiment son sens. Mais ça reste quand même des installations qui restent rentables pour certaines utilisations et même très rentables pour certaines activités. Euh, Serge, vous voulez rajouter quelque chose? Non, non, je pense que la réponse est difficile parce que je ne connais pas le contexte Oui. algérien, mais si je peux comparer à la France, vous savez que on a aujourd'hui de grandes ambitions avec les accords de Paris de faire de l'énergie durable, enfin du développement durable, et donc l'énergie en fait partie. Je pense que ça va être un très gros vecteur de développement. Euh, il y a bien sûr le coût de l'énergie au jour le jour, et nous, on a aussi, un peu, je pense, comme en Algérie, un coût de l'électricité qui est très favorable, qui est dû sans doute au parc nucléaire qui est en France. Et en fait, on a une électricité moins chère que dans les pays, l'Allemagne, la Belgique et autres pays européens. Mais malgré tout, on a un ensoleillement important, alors, notamment dans le sud de la France, alors évidemment en Algérie beaucoup plus encore. On a une source d'énergie gratuite, il suffit de mettre des systèmes pour capter cette énergie. Le soleil est là, il faut l'utiliser. Donc nécessairement, si on le compare à de l'électricité qui est faite à partir de pétrole qui va devenir rare et cher, du gaz
que vous avez en abondance, mais qui a un coût et qu'il faut exploiter. Bien sûr, il y a de la place. Et puis, si, je dirais la dernière chose, si on prend conscience du côté développement durable, forcément, à un moment donné, on ne va pas substituer toutes les énergies au pétrole et au gaz, mais on va venir prendre notre part dans ce système. Et il faut être prêt pour ça. De toute façon, oui, effectivement, ça devient vraiment un enjeu. La transition énergétique est une actualité qu'on peut pas vraiment mettre de côté. On est obligé d'aller vers ça et ça, on sera obligé vraiment de rentrer dans ce cadre-là pour protéger notre environnement, pour réduire cette empreinte carbone. Mais cela s'ajoute vraiment à des avantages concrets pour des industriels ou pour des administrations qui ont certaines contraintes qu'ils rencontrent aujourd'hui à travers une instabilité du réseau électrique, à travers des coupures récurrentes, à travers un impact sur des équipements électroniques, un impact négatif vu que le réseau n'est pas très stable. Donc, c'est tous ces éléments-là qui poussent vers l'autoconsommation et qui, pour nous, déjà en Algérie et dans le monde, aujourd'hui, représente vraiment un enjeu incontournable pour l'avenir et pour cette transition énergétique. C'est vraiment important. J'espère qu'on a répondu à l'ensemble des questions, qu'on a pu vous transmettre vraiment cette passion de l'énergie solaire. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Vous avez nos adresses mail, vous avez notre page LinkedIn, notre site web. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Nous sommes à votre disposition pour vous répondre. Je tiens à vous remercier, Serge, pour votre intervention. Merci à toi, Walid. Donc, on se retrouve mercredi pour le prochain webinaire donc dédié à la gestion à distance des installations solaires. Et donc, on traitera dans le détail vraiment cet aspect-là qui devient aujourd'hui très important pour toute installation. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Merci pour vos commentaires et vos encouragements. Et nous reviendrons sûrement avec d'autres webinaires très spécifiques. Donc, n'hésitez pas à nous dire quels sont vos différents besoins pour qu'on puisse réadapter ça. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. À bientôt. Merci, Serge. Merci, Zohor. Bye. Au revoir et merci. Au revoir.